L'indemnisation, elle sert à une chose, à se réadapter. Parce que quand on n'a pas les moyens financiers d'aménager son domicile, de se financer des aides techniques dans les niveaux technologiques qu'on peut avoir à présent. Vous êtes amputé, que vous ne pouvez pas avoir une prothèse qui est bourrée d'intelligence artificielle et qui va vous aider, par exemple, à traverser un sol meuble ou un sol avec beaucoup d'obstacles. Eh bien, vous êtes privé d'une possibilité de rebondir, de vous reconstruire. Mais c'est pareil aussi pour la présence humaine. Beaucoup de blessés, moteurs ou cognitifs, sont soit dépendants, soit sans autonomie, et ils ont besoin, pour reconstruire une vie, avoir une intimité, des activités, une participation, de pouvoir s'appuyer sur des auxiliaires de vie. Les auxiliaires de vie ont un coût considérable. Et là encore, quand vous pouvez prétendre, parce que vous êtes tétraplégique, aux 50 000 € que vous propose l'assureur pour une année, ou aux 200 000 € qu'un accompagnement spécialisé va vous permettre d'obtenir, vos possibilités en termes de reconstruction sont sensiblement différentes. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut se battre. Les dispositifs d'indemnisation ne sont pas des dispositifs spontanés. Ce sont des droits qu'il faut aller conquérir et pour lesquels les blessés et leurs familles qui sont fragilisées ont besoin d'une aide. Une aide spécialisée, un soutien professionnel. C'est ce que notre cabinet effectue tout au long de l'année, sur tout le territoire, de Marseille à Paris, de l'Est à l'Ouest, de la métropole au territoire d'outre-mer, pour précisément aller conquérir ces réponses indemnitaires, pour être un levier de réadaptation, pour sécuriser financièrement l'avenir et pour éviter surtout que l'insuffisance de l'indemnisation entraîne une charge trop longue et trop lourde sur l'épaule des familles. Parce que si les besoins sont mal définis, sous-évalués, si le financement n'intervient pas, évidemment c'est la famille qui prend le relais dans une réorganisation des rôles qui devient sur le long cours quelque chose d'épuisant, d'éreintant et qui n'est pas tenable. La discipline dans laquelle je suis, c'est une discipline dont beaucoup de gens parlent, notamment dans la chronique des faits divers, des événements sur lesquels les médias accordent une attention dans la phase précoce, mais peu d'attention sur ce qui se passe ensuite. Mon métier à moi, c'est justement de trouver des réponses à des gens dont un événement brutal a fait irruption dans la vie. Ça commence souvent d'ailleurs par un appel horrible à une famille d'un service de gendarmerie ou d'un service de réanimation et par lequel on les informe qu'un accident est intervenu, qu'un de leurs proches est dans une situation de péril au niveau de la santé, au niveau du devenir. Les victimes doivent avoir une priorité, comme tous les personnels professionnels qui les accompagnent, c'est se soucier d'être défendus par des gens indépendants. Actuellement, les assureurs ont un fort pouvoir d'influence sur les pouvoirs publics. Ils rêvent d'imposer une réparation forfaitisée. C'est ce qu'on appelle des barèmes indemnitaires, où l'existence des personnes va être réduite à une ligne qui séparera un montant indemnitaire plancher et un montant indemnitaire plafond. Ça n'est pas raisonnable parce que ce n'est pas avec ces réponses plafonnées, uniformisées, qu'on rend compte de la spécificité de chaque histoire. Un handicap, ça n'est pas simplement des blessures graves au niveau de la réanimation. C'est ensuite la capacité d'une personne à se surmonter ses blessures, à essayer de compenser ses blessures dans un environnement qui lui est propre, une famille aidante ou une famille qui n'est plus là, et dans un lieu de vie qui est le sien et qui présente ou des obstacles ou des éléments de facilitation de reconstruction. Et donc c'est très important que cette priorité au conseil, au soutien de personnes indépendantes soit faite par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé, parce que les assureurs ont, par des procédés astucieux, des démarches qui consistent à les éloigner de ces conseils indépendants, en faisant miroiter une réponse rapide. Mais la rapidité, ce n'est pas nécessairement une réponse adaptée. On peut avoir l'illusion d'une indemnisation favorable parce que le montant initial apparaît important, mais sur le long terme, à l'échelle d'une vie, ce montant va être insuffisant. Et donc ce souci constant d'être soutenu pour contrecarrer, contrebalancer l'inégalité qui est celle des victimes, c'est vraiment le message qu'il faut passer aux familles,
au personnel, aux travailleurs sociaux qui, dans les établissements de santé, peuvent être amenés à connaître de ces situations, parce que sinon, l'insuffisance indemnitaire, c'est un moment ou un autre une impasse existentielle. Mon rôle à moi, précisément, c'est d'essayer d'organiser des réponses juridiques et des réponses indemnitaires par rapport à des droits qui sont nés justement parce que l'événement brutal est provoqué par un tiers. On pense au conducteur responsable d'un accident, on pense encore une fois à un agresseur, mais ça peut être aussi un établissement de santé, le fabricant de produits laitiers, je vous cite des exemples que j'ai dû pratiquer, et qui vend un fromage avarié ou qui est porteur de bactéries. Et ça peut être aussi une commune qui oublie de sécuriser un site qui est très accidentogène et qui provoque des blessures sur des gens qui l'ont pratiqué alors qu'il aurait dû être interdit au public. Donc ces tiers-là, qui sont à l'origine de cet événement dommageable, ils sont souvent couverts ou par un assureur ou par un organisme assimilé dans le cadre d'un dispositif qui va permettre aux gens d'aller chercher une indemnisation. La particularité de ma spécialité, c'est la seule d'ailleurs en droit, elle met en évidence des victimes qui sont en principe créancières de droit avec des assureurs qui sont débiteurs. Mais c'est dans cette matière-là le débiteur qui est en situation de toute puissance. Ni vous ni moi n'êtes préparés à subir un accident brutal, à passer sous les roues d'un véhicule ou d'un camion, alors qu'un assureur, c'est le métier de prévoir, d'organiser, de définir un risque qu'il est amené à gérer tout au long de l'année. Et donc dans ce décalage, dans cette inégalité qui existe entre un créancier de droit mais fragilisé, impréparé, et un assureur qui lui doit une indemnisation mais est en situation de supériorité, il y a des risques, et des risques de dérive graves, des risques de sous-évaluation, qui ne sont pas que des sous-évaluations de montants pour des montants, c'est les risques que des blessés se retrouvent ensuite dans une impasse, dans une insuffisance de moyens, pour rebondir, pour se reconstruire. Comment considérer cet assureur qui parfois est celui auprès duquel vous avez souscrit un contrat et qui semble être entre guillemets dans votre camp? Ce sont des questions que toutes les victimes doivent se poser parce que la réalité, elle est bien différente de celle que présentent les clips publicitaires que les compagnies d'assurance nous livrent à longueur d'année dans les télés et dans tous les supports médiatiques. La réalité, c'est qu'un assureur poursuit une logique de rentabilité. En soi, ça n'est pas scandaleux, mais ça ne correspond pas aux intérêts de la victime. Et donc, on assiste souvent dans des situations où les victimes n'ont pas été assistées, n'ont pas été défendues, à des réponses catastrophiques. Moi, je nourris très régulièrement un dossier que j'appelle un dossier du bêtisier des assureurs. Alors bêtisier, ça a une dimension un peu comique, mais en fait, c'est des vies et des existences, des chairs qui sont en jeu. Et dans ce bêtisier-là, on voit la réponse qui était proposée par l'assureur avant d'être défendue, et puis celle qu'on obtient une fois que notre intervention et notre accompagnement portent ses fruits. Et donc, les réponses vont de 1 à 5, de 1 à 10, de 1 à 80. Et quand il s'agit d'accidents aux conséquences relativement limitées, on pourrait considérer que les gens vont pouvoir se relancer, mais quand il s'agit d'une personne qui est en fauteuil roulant, qui a perdu l'usage de ses jambes, ou quelqu'un qui a été blessé sévèrement à l'encéphale, qui a un trauma crânio-encéphalique grave, et dont l'autonomie est en jeu, eh bien cette insuffisance de l'indemnisation va générer des difficultés majeures. Et à l'injustice de l'accident, de l'événement initial, va se rajouter une injustice dans la reconstruction. Dans un prochain rendez-vous, on abordera un thème qui est essentiel pour les personnes en situation de dépendance, c'est la question de l'aide humaine. Comment on évalue une tierce personne, comment on la fait indemniser, et comment on fait justement pour avoir un niveau d'indemnisation qui permette dans le temps de pouvoir bénéficier d'un financement de ces aidants qui sont essentiels à la reconstruction d'une vie.